E allora dopo il Cile è la volta di Nathalie Riera, che invito a salire sul palco, accompagnata da Elena Chiti. Nathalie, che ci permetterà di tradurre. No, no, puoi sedere. Dunque, Nathalie Riera, ovviamente francese, della Provenza, poeta, saggista, narratrice e traduttrice. La sua è una poesia definita poesia vegetale, perché nella sua poesia spesso si parla del verde, dell'erba, delle piante. Però ha anche scritto un saggio molto importante sul contributo positivo del teatro e della poesia nello spazio carcerario. E di questo poi parleremo un attimo. Dirige la rivista Le Carnets de Eucarie, che è una rivista che ospita anche poesia italiana, contemporanea e comunque del Novecento, che viene tradotta in francese. Dunque, Nathalie, della poesia poi parleremo, ma mi interessava parlare di questo contributo della poesia come contributo positivo nelle carceri. Qual è la tua teoria, la tua tesi? Ouf, théorie. Ah. Je n'en ai point. Brevemente. Non, déjà. Tout a commencé au début des années 90. Il y avait des conventions passées entre le ministère de la Justice et de la Culture en France. Leur objectif était de... On parle d'essayer d'apporter l'art dans des milieux difficiles, entre autres les prisons. Donc j'étais à cette époque, j'avais 23-24 ans, je ne connaissais absolument rien du milieu carcéral. On m'a proposé ce projet, je me suis lancée dans cette aventure qui a duré à peu près 10 ans, une expérience qui a été d'un point de vue, sur le plan humain très très forte, puisque j'avais affaire à un public de gens qui étaient là pour des longues peines. Donc le but était d'essayer de leur faire découvrir le théâtre en prison. La plupart ne connaissaient absolument rien du théâtre. Ils avaient une idée très, on va dire, une idée, ils se sont arrêtés au théâtre scolaire. Donc je suis arrivée avec Jean Genet, avec Bernard-Marie Coltès, et j'ai fait quelques adaptations également avec eux. Ça a duré à peu près 10 ans, voilà. Donc l'objectif était, la mission était de monter un spectacle au bout de 3 mois. Les pièces étaient jouées devant le public carcéral, hein, hommes entre autres, et quartier-femmes également. On a eu aussi le public des femmes, puisque la prison, la maison d'arrêt, le centre pénitentiaire où je travaillais, il y a également une maison d'arrêt femmes. Voilà. Wow. Elena, se ci traduci cortesemente. Certo. Mi chiedi teorie, non ne ho nessuna. Diciamo che tutta questa avventura è iniziata all'inizio degli anni 90. C'erano delle convenzioni in Francia tra il Ministero della Giustizia e il Ministero della Cultura, e l'obiettivo era quello di tentare di portare l'arte in zone difficili, come l'ambito delle prigioni, del carcere. All'epoca avevo 23-24 anni, non conoscevo niente delle carceri. È un'avventura in cui mi sono lanciata, è durata 10 anni, è stata un'esperienza molto forte sul piano umano. In effetti avevo a che fare con un pubblico che era condannato a delle pene molto lunghe e si trattava di portare il teatro in prigione. Erano persone, la maggior parte di queste persone non sapeva niente di teatro, avevano un bagaglio molto scolastico, e io sono arrivata con Jean Genet, con altri autori, ho fatto adattamenti, e tutto questo è durato 10 anni. L'obiettivo era di montare uno spettacolo, una pièce teatrale, dopo 3 mesi, e gli spettatori, come gli attori, erano anch'essi pubblico del carcere, uomini e donne, perché nel carcere in cui lavoravo c'era anche un carcere femminile, una sezione femminile. Ok.
E prosegue ancora questa esperienza? Qual è che cosa ne hai tratto ora dopo molti anni? Ce serait un vaste débat, je ne pense pas que ce soit... C'est un petit peu compliqué. J'ai arrêté le théâtre en prison, je me suis lancée dans des ateliers d'écriture. Depuis 3 ans, dans une autre maison d'arrêt, du côté d'Aix-en-Provence. Les prisons deviennent de plus en plus, pour les intervenants en tout cas, ça devient de plus en plus difficile, il y a de moins en moins de budget, ça j'apprends rien. Et il y a une politique en tout cas qui ne va pas dans le sens de ce que l'on appelle une réinsertion probable, sociale, une intégration dans le tissu social. Je me confronte à beaucoup d'hypocrisie surtout, énormément d'hypocrisie. Donc pour moi, je souhaite tourner la page. Dunque, il dibattito è molto vasto e la questione è complessa. Devo dire la verità, non faccio più teatro in prigione, adesso faccio animo degli atelier di scrittura, ormai da 3 anni in una prigione vicino a Aix-en-Provence. Inutile dirvi che diventa sempre più difficile, il budget è sempre minore e poi diciamo che non ci sono delle vere politiche che aiutano alla reinserzione, alla reintegrazione dei detenuti nel tessuto sociale. Mi trovo a avere a che fare con una grande ipocrisia, quindi sinceramente ho voglia di voltare pagina. Sì. Ok, e allora invece la rivista Le Carnets de Caris, ci vuoi parlare un attimo e poi apri la lecture. La dernière demande. Alors, la revue des Carnets de Caris, au départ, c'est une revue numérique qui existe sur Internet depuis 2008. J'ai décidé de lancer un premier numéro imprimé que j'ai consacré à Susan Sontag, qui est une intellectuelle américaine, très connue, en tout cas en Europe, surtout, principalement. Donc j'ai voulu ouvrir ce premier numéro sur cette femme qui a eu un parcours que je trouve assez important dans la vie intellectuelle, notamment de beaucoup notamment Roland Barthes, de gens avec lesquels elle a été très proche intellectuellement. Des poètes comme Joseph Brodsky. Ensuite, il y a eu... elle a rencontré énormément de monde. C'était une femme passionnée, autant par le théâtre que la danse, la musique. Et puis, elle était dramaturge également. L'avventura è cominciata nel 2008, quando ho cominciato a mettere in linea dei numeri di questa rivista e poi ho lanciato invece il primo numero stampato che gira attorno a Susan Sontag, che è una grande figura di intellettuale molto conosciuta in Europa perché ha avuto un percorso particolare che l'ha portata a conoscere molte persone, era molto vicina a Roland Barthes, a poeti come Joseph Brodsky e poi era una donna appassionata di poesia, appassionata di teatro ed era una scrittrice di teatro. Una domanda di curiosità. Une question par curiosité. Come selezioni la poesia italiana che tu poi traduci e inserisci nella rivista? Sono tue scelte, secondo il gusto, secondo... Les traductions me sont proposées par des traducteurs professionnels, surtout. Entre autres, Raymond Farina, qui est celui qui traduit le plus, en tout cas concernant la revue des Carnets de Caris, avec lequel je travaille depuis maintenant 4 ans. Donc ce sont des propositions qui me sont faites. En dehors de ça, j'ai une grande affection pour la poésie italienne, qui a commencé par Pasolini, Ungaretti, Andrea Zanzotto, Amelia Rosselli et... Viventi? Je connais moins. Pas beaucoup. Anna Maria Gualtieri. Ah sì, Mariangela Gualtieri. Mariangela Gualtieri. Scusi. No. Traduco tutto. Ok. Ok, merci. Direi... scusa, la traduzione. Très vite.
Le traduzioni di solito mi vengono proposte da traduttori professionisti, soprattutto da Raymond Farina, con cui lavoro ormai da 4 anni, che è il traduttore più impegnato nella rivista, e poi ha un affetto particolare per la poesia italiana, Pasolini, Ungaretti, Andrea Zanzotto. E alla tua domanda se conosce anche poeti contemporanei viventi, dice ne conosce di meno, ma... Comunque ha tradotto Mariangela Gualtieri da poco, Annalisa Cima e altri, poi Roberto Mussapi. Ah, Roberto Mussapi, sì. Roberto Mussapi, c'est le premier poète contemporain italien que j'ai découvert grâce aux traductions d'Yves Bonnefoy. È il primo poeta italiano che ha scoperto grazie alle traduzioni del poeta francese Yves Bonnefoy. Grazie Nathalie. Prego, ti ascoltiamo. Ah sì, ok. Tout bas, défaire le chignon dans la cambrure et la bascule des mots dans le vœu de ne pas emmêler sous les épigrammes du soleil. Lui dit, et lisse l'air de ta peau, hiéroglyphe tes lèvres où je m'attarde, ce qu'elle a perdu dans la voix, jusqu'à la couleur de ses cheveux et le deuil de ses vêtements. Mon visage, vague après vague, je vous lis, vous déchiffre, l'argot de vos amours, roses, ronces, rocs, et faïence des lectures, et les fleurs ont augmenté leur corolle. Entre couleur et noir et blanc, la mémoire est chambre dans ses graphies informes. Mon autobiographie est faite de muscles et d'affects. Écriture sans hermétisme, sans engagement, l'encore plus fleurie en amont du bruit. Aux syllabes volatiles des ornements d'effets du corsage, tourner les pages, caresser le cuir du langage, et les voyelles de jouir font teinter ta gorge. L'écriture m'a botanique, mes renouées des ruisseaux, mes poivres d'eau, les acryliques du verbe bondissent mes graves et mes aigus, feulement des flux et replient mes panthères de pierre, les voci grigie, non pavis de liesse, alors aldata voce se répète, se blesse. L'éclat aux prés fleuris de la robe, au beau vert de la nudité, aux pétales de la langue dans un son prolongé. En permanence, dans l'air, par terre, à contre-jour, les mots au pas vif, escapade, escarpement, œil éther, corde harmonique, sauter en hauteur. Parce que tant de beauté, qui dorment en arrière de soi, parce que toute espérance se trouve dans une poignée de terre, s'accroche à l'arçon de la selle. À travers champs, dans la variation des herbes, poésie parmi les lampes et les plantes. Socle sans rythme, l'éloquence à genoux, sous la plante des pieds la paupière, cuisse, flexus, glissent les phonèmes, percussion de l'œil. Entendez de mon corps le son du cuivre et son aubade de terre brune, de mon corps un bois sacré. La vie et la chair sont controverses, pulsatrices, géométriques, elliptiques, sans ailes et sans voyelles. L'œil et le vide en tête-à-tête, me vertige, me palpite. L'abîme est sans virgule, chaise vide. Louvoiement des verticales en orgasme, louve de mon poule cou ployé, de mon corps un bois sacré que nul n'oublie. Lors de la fable, quand elle me raconte les abeilles dans leurs ruches, la clairière habitée de blondeurs sauvages, le bourdonnement de l'azur, l'empourprement des tomates, le tintement d'un anneau à la cheville, les longs cheveux sous le chapeau de paille que la lumière de midi magnifie. Radieuse est la fable qui nous raconte la folle sensualité du silence, à ne plus rien entendre du monde tel qu'il est. Fable dans le seul souci de revenir à la demeure de l'amour. Écrire, marcher,
courir toujours plus vite, comme dans l'or du jour, le cheval qui m'emporte, le frisson du regard, les yeux à fleur de tête, les cornes noires des sabots, puis le manque d'air en la saison intense, la moiteur du souffle, le monde dans sa torpeur et qui fait que j'écris, je marche, je cours toujours plus vite, vous aime, vous, qui êtes toujours à la recherche de l'ondée, le rajeunissement contre le dépérissement, le contentement contre la consternation, l'apaisement contre l'épuisement, dans l'or de mon excitation à vous aimer. Un battement fluide, un ondoiement tel que vous le désirez, une engageante sollicitude, vous aussi. Aimez-moi encore de tout cela, du fait qu'enfant, on ne m'avait pas dit que j'allais partir un jour, moi aussi, mes yeux aussi éphémères que mes pieds. Envie de vous embrasser, de vous rire, vous être souveraine parmi les abeilles, les tomates, les blondeurs sauvages, envie de votre feu, votre admiration, vous offrir le secret de mon engouement, à en oublier presque le monde tel qu'il est. Presque envie de vous implorer de toujours m'aimer, même avec tout ce corruptible ou cette impermanence en soi, je veux dire, avec l'éphémère de nos regards et de ce que nous regardons, des voix qui se sont tues et que nous entendons encore, des visages que nous avons aimés au point de les haïr, de toujours m'aimer, même à en aimer presque le monde tel qu'il est. Ta voix, en eau peu profonde, s'amante des marées, et ces graines qui germent à la lumière, ta voix à fleur d'eau qui m'appelle, me boire, me susurrer, me festoyer, mouvementer ma longue silhouette herbacée, poussée par les vents et leurs risées amères, quelques égratignures à mes couleurs, et sur mes murs de lierre et de pierre volettent mes cursives de papillons. À nouveau le chant de l'oiseau que les feuillages épient, la géomancie de leur chute, l'arborescence de leurs figures sur le sol, et pour toi et moi le prodige de ce que nous sommes, capables d'édifier pour nous conduire aux cimes et aux racines de notre provenance, décrypter les initiales de notre amour, décrypter les ombres des sommets et des fossés et le grésillement du soleil dans les arbres. Si nos rêves et nos pensées ne penchent plus du côté du soleil, s'il n'y a plus rien à espérer de soi et de l'autre que nos assortiments de plantes invasives. Des chuchotis d'insectes, le papier que tu froisses, le craquellement de tes lèvres, ce que tu cherches à écrire alors que tu ne sais encore rien du froid et de ses crimes. Un bruit d'abeilles, la mer et l'aube, écrire pour tout ce qui est terre et fragile. Ainsi, nos feuilles rugissantes, dans les poussières sonores des cités ou dans les arbres qui nous enseignent les branches et leurs coups d'archer, et mes souvenirs blancs comme du jasmin. Parfois massif et le bleu de la mer. J'écris avec l'encre de la lisière, avec le réel ancré dans la pierre, avec l'immédiateté de l'air, l'imminence de l'instant, la contiguïté du noir et du blanc. J'écris à l'orée de ce qui ne me tient plus en lisière et de ce que je maintiens dans la plus étroite servitude. Le bleu massif de l'enfance dans la lumière de la colline, ma verte contemplation. Ah, ok. Encore deux autres. Niente syllabetesse. Merci. Pas de syllabes tendues. Au cheval fougueux, je lui jette ma quiétude en pâture. Ce qu'on vit n'est jamais à la hauteur de ce que l'on écrit. Mais il nous reste encore la soif, les fruits des sentiers, les lèvres, de ne pas se priver de fraîcheur, l'eau et le miel. Au cheval immobile, je souffre l'aporie et l'impasse qui nous piétine, souffle entre ses oreilles ma flagrante solitude. Mais que peut-il entendre? Au cœur de la clairière, les syllabes de l'orage,
que le silence traverse à grand bruit. Je n'ai à entendre que ta main qui ferme mes yeux la nuit dans son sommeil d'oiseau. Ne t'arrête pas, le cheval est toujours le feu, l'amour pour jouir, pour rire, ne t'arrête pas. De l'écrire sur la partition du Hortan, s'anglaise sur un cheval sans selle, tu avances. Dans l'impatience de l'amour, pour jouir, pour rire, sans terme, seul à te penser, dans le courant d'air. Je dors nu avec le feu, l'émoi, les draps de ta main pour me couvrir de la robe que tu jetteras dans le courant d'air, à la lueur d'une bougie, dans l'heure immobile où le désir n'en finit pas, comme une longue route. Anywhere out of the world, n'importe où hors du monde. Douceur des voix, la nuit dans son éveil qui est le temps de la vie. Comme alors la main peut cesser de battre et le cœur d'avoir la clarté d'accueillir les mots, leurs échardes à la pointe de la hanche, vers où mon regard se tourne, le secret ne se détourne pas de l'alliance, ni des chemins que les herbes tracent, nos empreintes de voix sur la sueur de la cuisse, sur la cicatrice du trouble. Quand la main calée contre l'encolure, je veux revenir au bout de l'histoire, qui encore respire contre moi, comme alors la respiration de la pénombre peut luire, le soleil de la source, ériser les pages, éperonner, dissoudre les résistances, retrouver l'immobilité comme d'antan et ces chemins que les herbes tracent devant toi. Quand je ferme les yeux pour me souvenir, la vie dans la rosée, la roche, et ce que j'ignore encore, que l'amour me rappelle, je vois ta voix, ton visage m'entend. Où es-tu? Parle-moi encore. Il me ferait plaisir maintenant de lire un texte en italien. Soccolo, senza ritmo, l'eloquenza, inginocchiata, sotto la pianta dei piedi, la palpebra, cosce flexus, schivolano i fenomeni, percussioni dell'occhio. Ascoltate del mio corpo il suono del rame, l'alba sua di bruna terra, del mio corpo un bosco sacro. La vita e la carne sono contraddittorie, pulsanti, geometriche, ellittiche, né ali né vocali. L'occhio e il vuoto a tu per tu, mi invorticano, mi palpitano. L'abisso è senza regole, vuota sedia, destreggiarsi delle verticali in orgasmo, lupa del mio polso, collo piegato, del mio corpo un bosco sacro che nessuno dimentica. Grazie.